Eh bien, rebonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je vois que la salle est encore un petit peu clairsemée, mais tout le monde va pas tarder à arriver. Juste pour introduire cette nouvelle matinée, je voulais vous faire une confidence. Peut-être certains le savent, mais ma mère est chef d'établissement, vient de prendre sa retraite, chef d'établissement de l'enseignement catholique. Elle a longtemps été au SNEL. Et je repensais à ça hier et je me disais, j'ai toujours vu ma mère avec un énorme trousseau de clés. Je crois que ce qui caractérise un chef d'établissement, c'est le bruit cling-cling que l'on entend quand on est à côté d'un chef d'établissement, ces trousseaux de clés qu'on pose sur les tables de réunion. Voilà. Et je me suis dit que c'était peut-être une belle métaphore en fin de journée, hier. Le chef d'établissement, le leader qu'on a décrit, qu'on a cherché à cerner ensemble hier, c'est celui qui ouvre les portes. C'est celui qui rend libre ses collaborateurs, qui leur permet d'agir. Voilà. Et c'est surtout pas celui qui les ferme. Et je garde en tête ce fil rouge du trousseau de clés parce que tout d'un coup, hier soir, ça me paraissait assez lumineux. Alors, on va continuer à ouvrir les portes et pas enfoncer des portes ouvertes, on va essayer. Avec cette première table ronde, on va croiser les regards autour de la question du leadership qu'on a déjà abordée hier. Alors, on va applaudir nos invités que j'invite à nous rejoindre sur scène. Merci d'être avec nous ce matin pour poursuivre notre réflexion. Être leader, regard croisé, c'est le thème de cette table ronde. Et l'intérêt de cette table ronde, c'est que justement, vous avez des ancrages professionnels, pas seulement dans l'enseignement catholique, au contraire, et qu'on va, à travers vos parcours, comprendre ce qu'est la notion de leader selon les environnements professionnels dans lesquels on se trouve. Et je voulais démarrer par vous présenter Guy Girier. Alors, vous êtes un militaire de carrière, et c'est l'intérêt de votre présence avec nous. Vous avez fait donc une première carrière militaire, vous avez intégré la promotion en 1980 de l'école de l'air, et vous avez poursuivi un parcours dans les unités de chasse. Après votre réussite à l'école de guerre, vous êtes orienté dans la conduite des programmes d'armement et les travaux de planification du ministère de la Défense. Vous avez quitté l'institution militaire en 2016, après avoir assumé les responsabilités de directeur central de la structure en charge du soutien des appareils de la défense. Parcours impressionnant, donc au terme de 36 années consacrées au service de l'Asprance, vous avez rejoint Airbus et vous êtes devenu le conseiller militaire de son directeur exécutif. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Brigitte Desassy. Vous êtes enseignante au départ, vous êtes cadre depuis 1983, vous avez été responsable des classes de 6e, puis directrice adjointe d'un collège au sein de l'ensemble Notre-Dame Saint-Sigisbert à Nancy. En 1998, vous avez rejoint Saint-Dominique à Nancy et vous avez été directrice adjointe du collège. Vous êtes aujourd'hui directrice adjointe du lycée. Vous enseignez toujours les sciences économiques et sociales, notamment. Et puis, depuis 2011, vous êtes membre de l'AACES, l'Association des adjoints des chefs d'établissement. Je ne sais pas si je prononce bien, là aussi. Et vous faites partie de la commission chef d'établissement et son équipe au sein du SNEL. À côté de vous, Sarah Léabo. Alors, bonjour. Vous avez un parcours original. Vous êtes aujourd'hui enseignante, mais vous avez démarré votre carrière dans des institutions culturelles. Vous avez occupé des postes d'attaché de presse, de chargé de projet, de coordinatrice de la communication dans diverses entreprises. Vous avez travaillé aux côtés de Régis Debray et de Jérôme Bouvier, qui sont respectivement ex-directeurs de Radio France Internationale et ex-médiateurs de Radio France. Et vous enseignez aujourd'hui la philosophie et la communication au lycée Grégoire Mondel à Vincennes. Merci d'être avec nous également. À vos côtés, Stéphane Traîneau, que certains connaissent, puisque vous êtes un ancien sportif de haut niveau, judoka. Vous êtes devenu champion du monde en 1991. Donc des personnalités fortes et impressionnantes à nos côtés aujourd'hui. Vous avez été 7 fois champion d'Europe et vous avez pris part à 4 Jeux Olympiques. Vous avez remporté 2 médailles de bronze.
à Atlanta en 96 et à Sydney en 2000. À 2000, c'est justement la date à laquelle vous avez mis fin à votre carrière d'athlète en équipe de France. Vous avez alors rejoint les dirigeants de l'équipe de France au poste d'entraîneur national, puis de responsable, puis directeur du haut niveau. Vous êtes ensuite consacré au développement de votre propre activité, de votre propre structure qui s'appelle Carré Final, qui est une agence de communication et de marketing sportif qui est présente en France et en Allemagne. Et enfin, je vous présente Lamia Bounekla Amrani. Bonjour. Donc vous êtes coach, vous êtes formatrice en développement professionnel, consultante en management et accompagnement du changement. Et vous avez fondé le cabinet ABL Coaching et Formation. Vous animez des séminaires dans le champ de la pédagogie, de la stratégie, de l'organisation. Vous êtes directrice et responsable pédagogique d'ABL Process, qui met au service des chefs d'établissement et de leurs équipes votre expertise consacrée à la formation et l'accompagnement, notamment des managers. Voilà, donc on a un panel extrêmement riche. Avant qu'on commence nos discussions, je vous propose de regarder une vidéo pour lancer notre échange. C'est une notion qui est subtile, en sens que je pense qu'elle ne veut pas dire la même chose pour moi, chef d'établissement, que pour les personnes qui travaillent avec moi. Et on est souvent surpris un petit peu de ce décalage qu'il peut y avoir. Alors après, vous dire précisément ce que c'est que le leadership et sur quoi il repose, je pense que c'est quand même bien la compétence, c'est bien l'engagement. Être un leader, ça veut dire tracer la voie, être dans la prospective. C'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup d'explications, c'est essayer de se mettre à niveau, c'est essayer d'entraîner tout le monde vers ce chemin, vers ce même chemin, quoi. J'ai envie de dire, déjà, c'est être reconnu par tous. Une forme d'autorité qui n'émane pas de celui qui dirige, mais qui émane des personnes qui sont dirigées. Pour moi, derrière le leadership, il y a l'idée d'un point de repère, il y a l'idée de quelqu'un qui est capable de fédérer, quelqu'un qui est capable d'animer. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut un capitaine à bord, parce que ça rassure. Et donc la notion de leadership a la vocation surtout à rassembler, à orienter et à décider. Sans pour autant être un dictateur. Décisionnaire, oui, en équipe de direction, on a une équipe, on réfléchit jamais tout seul, mais il faut bien à un moment qu'il y en ait un qui tranche. Parfois, le bien commun est incompatible avec l'intérêt particulier de certains. Et justement, d'être un bon leader, c'est de distinguer le bien commun de l'intérêt particulier. Donc il faut savoir un peu frustrer certains pour que l'ensemble, entre guillemets, de l'établissement aille mieux. Et puis en même temps, j'aime assez bien quand je le dis à mes collègues que celui qui dirige, c'est finalement celui qui dit oui, c'est-à-dire oui au projet, oui à l'initiative, oui au possible. Voilà. Et finalement, diriger, c'est peut-être aussi autoriser. Autoriser d'innover, autoriser d'essayer, autoriser de se tromper. Voilà. Moi, j'aime assez bien que les collègues puissent se tromper, que mes adjoints puissent se tromper, que les élèves puissent se tromper. Et plus on autorise l'erreur, plus je crois on autorisera la prise d'initiative. Voilà. Après, voilà, peut-être que le leadership, c'est de permettre ça, peut-être que diriger, c'est d'autoriser tout ça. Leadership, c'est être capable d'entraîner les autres avec soi. Ça se cultive. Je pense que c'est à la fois naturel, parce que ça relève aussi d'un trait de caractère, et travailler, parce qu'on s'améliore toujours dans ses compétences. Je reste convaincu qu'il y faut une part naturelle. Là encore, l'intuition ne peut pas se décréter. En revanche, j'ai appris que beaucoup de choses peuvent être issues d'un travail sur soi-même, d'un travail avec les autres. À tous les niveaux, je pense au leadership bien évidemment d'un chef d'établissement, mais je pense également au leadership d'un enseignant par rapport à un groupe d'élèves, dans la mesure où beaucoup de choses peuvent s'apprendre. C'est d'ailleurs le fond même de notre activité, notre cœur de métier. Alors beaucoup de choses dans cette vidéo, on a entendu la notion d'autorité, on a entendu ce questionnement, est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis, le fait d'être leader, c'est la capacité à entraîner. Je me tourne vers vous, Guy Gérier, vous l'avez entendu quand je vous ai présenté, carrière militaire, vous avez vécu et réfléchi autour de la notion d'autorité. Pour vous, être un bon leader dans le cadre de votre parcours, mais plus largement pour répondre à nos préoccupations aujourd'hui dans le cadre d'un établissement, qu'est-ce que c'est ? Et sur quelle qualité ça repose surtout ?
En fait, moi, j'ai une première difficulté. Alors, beaucoup de choses ont été dites et j'ai peur d'en rappeler beaucoup, mais je voudrais l'illustrer au travers de mon parcours dans l'institution militaire. Mais avec une première difficulté, c'est que j'étais mis, moi, en situation de commandement. D'entrée, c'est une des dynamiques du domaine militaire, c'est bien cette notion de commandement. On rentre par intérêt pour cette dynamique, on rentre aussi et on est formé, éduqué tout au long de notre carrière pour le réaliser. Alors, qu'est-ce qui différencie leadership et commandement? Vous allez me dire, il y a un lien très étroit. En fait, commandement, j'ai eu des responsabilités qui m'ont été officiellement déléguées par mes autorités supérieures pour réaliser un certain nombre de missions, donc c'est un domaine parfaitement balisé. Commandement, je l'ai exercé aussi vis-à-vis de personnel qui était éduqué, formé et qui finalement partageait des valeurs communes et une culture commune. Donc ça veut dire que c'était plutôt facile pour moi d'exercer mon commandement. Alors qu'est-ce qui différencie commandement et leadership? Leadership, c'est par contre la capacité d'un individu à pouvoir exercer une influence psychologique, sociale, sur un groupe. Un leader a des compétences qui le distinguent du reste des autres, dans le sens où il va être capable d'animer, d'orienter et de guider un groupe dans le cadre de ses activités. Donc s'il y a un lien entre leadership et commandement, pour moi il est très simple, c'est que un leadership, c'est un commandement réussi. C'est qu'on a réussi à dynamiser les hommes et les femmes qu'on a commandés dans la conquête d'une mission, des objectifs d'une mission. Et c'est bien ça le lien qui existe entre les deux. Alors pour illustrer ça, si vous permettez, je vais essayer très rapide parce que je sais que le temps est compté. Je vais prendre 3 étapes de mon parcours professionnel. Un premier assimilable au temps de crise, un deuxième assimilable à une phase de transformation et un troisième assimilable à un environnement que je décrirai complexe. Temps de crise, je me suis retrouvé commandant d'escadron, des patrouilles qui ont réalisé les premières frappes sur le Kosovo face à un pays serbe qui était totalement intact et qui est prêt à se défendre, et je vous garantis qu'il s'est bien défendu. Alors, cette situation de crise est assez caractéristique, c'est-à-dire que dans ce contexte, les hommes et les femmes que vous dirigez, vous n'avez pas de problème d'approche technique, ils maîtrisent parfaitement leur métier. Ça, c'est un point important sur lequel il faut savoir capitaliser en tant que chef, c'est-à-dire exploiter parfaitement les compétences de chacun et les mettre chacun dans son niveau de responsabilité. Mais le critère qui émerge en situation de crise, c'est le facteur humain. Et ça, ce facteur humain, il est difficile à gérer parce que souvent on n'y est pas habitué, on est confronté sur des problématiques qu'on n'a pas l'habitude de gérer, mais qu'il faut savoir prendre en compte par une écoute importante, tout simplement pour comprendre la sensibilité des personnes que vous dirigez, et aussi une communication. Dans ce genre de circonstances, le chef ne peut pas tout dire, le leader ne peut pas tout dire. Il y a des choix qui lui sont propres. Et la difficulté pour le leader, c'est de bien savoir quels sont les choix qui lui appartiennent et ceux qu'il doit communiquer. De façon évidente, il doit communiquer sur le sens de la mission, sur l'objectif de la mission, pour rassurer les hommes et les femmes qu'il dirige. Ça, c'est un point majeur que je ressors de cette période. Je me rappelle de mon navigateur qui m'a dit à un moment, chef, il faut que tu communiques parce que tout le monde est perdu. Et effectivement, c'est par la remise en perspective de ces premières missions qui a permis d'éliminer ce qu'on appelle le stress de combat avant d'y aller, de façon à ce que l'équipe soit ressoudée pour pouvoir réaliser la mission. Donc, communiquer, c'est important, écouter, mais vous le voyez, tout ça se fait sur un fond de compétences qui est majeur. Deuxième étape, ça a été une étape dite de transformation. Je me suis retrouvé commandant de la base de Saint-Dizier au moment de l'accueil des premières rafales de l'armée de l'air. Ça a supposé une phase de transformation complète de la base et qui est excessivement anxiogène pour le personnel. Tout simplement parce qu'elle est porteuse de transformations culturelles très fortes pour le personnel, changement de compétences, donc la nécessité de se remettre en cause pour s'investir dans une nouvelle aventure autour d'un nouveau système d'armes, et aussi de mobilité, ça c'est peut-être propre au domaine militaire, mais beaucoup de mobilité.
Là, le rôle du chef est primordial. C'est de donner du sens à cette transformation et de parfaitement gérer les priorités dans le cadre de cette transformation pour rassurer. Finalement, c'était ma conclusion, mais je vais la donner un petit peu plus vite. C'est donner du sens à l'avenir et faire que l'avenir devienne possible. C'est peut-être ça un des sens du leadership. Néanmoins, il y a eu un facteur important dans cette phase de transformation qui a été de valoriser l'activité de chacun dans cette phase anxiogène. Et c'est l'environnement de la base aérienne qui nous a permis de valoriser cette activité, tout simplement parce que l'appropriation par l'environnement de la base, c'est-à-dire la ville de Saint-Dizier, le département, le périmètre régional économique, qui s'est approprié cette aventure de la base aérienne et qui fait que chaque personne à l'intérieur de la base, dans le cadre de sa vie personnelle, a pu être valorisée par les contacts qu'il a pu avoir avec son environnement qui était totalement associé à cette aventure. Ça suppose aussi une activité de ce fait très large. Le leadership ne doit pas se contenter sur la simple mission qu'il a réalisée, mais embrasser de façon globale cette mission et la resituer dans son environnement de façon à pouvoir utiliser tous les leviers qui sont à sa disposition pour valoriser le travail des hommes et des femmes qu'il dirige. Et ça a été très important et je pense que ça a été un des clés de cette réussite. Troisième volet, et j'en arriverai à ma conclusion rapidement derrière, c'était la complexité. La complexité, c'est dans le cadre de la mission et la dernière mission que j'ai réalisée en tant que directeur central du soutien des matériels aéronautiques de défense. 1250 appareils, c'est le patrimoine de l'État, puisque ça englobe aussi la gendarmerie, la sécurité civile, les douanes. 1250 appareils qui sont des avions de chasse, de transport, des drones et des hélicoptères. C'est le premier patrimoine mobilier de l'État. Là, la complexité est liée au fait que pour assurer la maintenance de ces appareils, vous allez associer des compétences très diverses dans le domaine des contrats. Donc, vous voyez, dès qu'on rentre dans le domaine des contrats, on est dans des domaines juridiques pointus et des domaines réglementaires aussi importants, des domaines techniques. C'est là aussi où il y a un domaine réglementaire qui est excessivement pointu, puisque chaque avion qui vole est dans un état parfaitement défini et maîtrisé, de façon à en assurer d'abord la sécurité des vols et aussi remonter tous les cas de panne de façon à, en permanence, rester dans une dynamique d'amélioration de la sécurité des vols. Et le dernier volet, qui est le domaine logistique, qui est lui est majeur, parce qu'il est évident que vous ne pouvez pas arrêter les opérations aériennes, où qu'elles soient dans le monde, puisque l'échelle est bien celle du monde, où qu'elles soient dans le monde, parce qu'il vous manque une petite rondelle qui vous permet de dépanner un moteur. Donc, cette complexité a un défaut et un risque, c'est qu'elle est anesthésiante. C'est-à-dire que face à la complexité, les gens ont tendance à se dire faisons que notre métier dans notre domaine qui contribue à la dynamique globale. Le rôle du leader est au contraire d'abord d'embrasser cette complexité de façon globale. Il a une chance majeure, c'est que cette complexité lui permet de ce fait d'innover, de créer, tellement il y a à faire, tellement il y a de matière à travailler, et du coup de donner du sens à la mission pour faire progresser l'ensemble de la collectivité vers un nouvel avenir plus performant, plus efficace, parce que plus optimisé et plus cohérent. C'est ainsi que, face à la complexité, le projet est majeur, parce qu'il va tirer l'ensemble de la collectivité vers un avenir qui les valorise. Globalement, dans le cas que j'ai eu à traiter, pour moi, la valorisation était liée au simple fait qu'il fallait passer d'une notion de service. Les gens que je commandais, je les décrirais un peu avec la tête baissée, en permanence face aux armées pour répondre à leurs besoins, où je leur ai essayé de leur donner une nouvelle perspective, celle de l'ingénierie, c'est-à-dire devenir cette fois-ci non pas ne pas être au service des armées, mais être des conseillers des armées, de façon à leur ouvrir les pistes les plus optimales pour qu'ils aient le meilleur résultat de disponibilité dans le cadre de leurs opérations. Donc voilà 3 exemples très rapides
d'exercice de leadership. Alors, je vous ai montré le meilleur, hein. Le pire, je le garde pour moi. Rassurez-vous, je suis bien conscient de ce parcours. Néanmoins, ce que je tire, c'est un socle de compétences qui est majeur. Il y a bien sûr de la communication, il y a bien sûr de l'écoute, il y a bien sûr de donner du sens à l'avenir, mais il y a aussi probablement de l'enthousiasme. Alors, c'est un peu étonnant de vous entendre, parce qu'on peut se dire que dans l'armée, le sens, et en tout cas l'engagement des hommes que vous avez commandés, est la base de leur vocation, paraît évident, le service de la France. Et pourtant, dans ce contexte-là, vous avez besoin de rappeler le sens. Et je fais le parallèle avec l'école, où effectivement, quand on devient enseignant, quand on devient chef d'établissement, le sens, la vocation, c'est de se mettre au service de la réussite des élèves. Mais pourtant, on a besoin de le rappeler, vous avez dit communiquer sans cesse sur ce sens, le dire, le redire. Ça peut paraître un peu paradoxal dans cet environnement. Oui, c'est pas paradoxal. En fait, la mission, tout le monde la connaît. Par contre, c'est souvent l'environnement et le contexte de la mission qui n'est pas forcément bien maîtrisé. Je donnerai simplement un exemple. Aller en mission, on vous dit déployez-vous en Italie pour réaliser des missions sur le Kosovo. En soi, ça paraît très simple. Le seul problème, c'est de bien rappeler aux hommes et aux femmes que cette mission est réalisée dans le cadre d'une action politique majeure qui est celle de l'État français, et que dans ce contexte-là, ils représentent l'État français. Et qu'ils ont une forte responsabilité au regard de cette mission, c'est d'être parfaitement en ligne par rapport à ce qu'on leur a donné. Donc il faut sortir les gens de leur contexte technique pour les ramener dans le contexte politique, social, global, relatif à la mission. C'est pareil pour, comme je parlais de la mission sur le soutien des matériels, si je laissais chaque technicien par rapport à sa propre responsabilité, c'est-à-dire celui qui fait la logistique, celui qui fait la technique, celui des contrats, ils ont suffisamment à faire pour rester dans leur domaine. Ce qui était important, c'est de les replacer dans le contexte global de la disponibilité de l'objectif final à atteindre, qui est la disponibilité des matériels, en essayant d'optimiser ses propres méthodes pour pouvoir obtenir la meilleure disponibilité à budget constant. Donc la question des moyens, ça c'est un vrai challenge. est aussi importante. On va passer de l'armée, merci beaucoup pour votre témoignage, au sport de haut niveau. Et je vous donnerai mais vous pouvez réagir et intervenir quand vous le souhaitez autour de cette intervention. Puisqu'on a un grand judoka à nos côtés, vous avez été entraîneur. Donc là, le sens, l'objectif, c'est de gagner une compétition. Du coup, vos qualités de leader, sur quelles ressources elles reposaient pour emmener une équipe vers un but qui est a priori donné, bien clair dans les esprits. Comment vous avez réussi et quelles qualités vous mettez en œuvre dans cet exercice du leadership dans un contexte sportif? Alors, ce qui a été difficile dans un premier temps pour moi, c'est que j'ai terminé ma carrière en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Je suis rentré des Jeux Olympiques. Quand j'ai posé le pied sur le tarmac en arrivant à Roissy, j'étais cette fois dans le rôle de l'entraîneur. Donc la transition a été très très rapide, peut-être certainement trop rapide d'ailleurs à l'époque. Et c'est vrai que quand on est athlète, on est concentré sur soi. On s'occupe vraiment que de soi, avec peut-être parfois avec un petit profil un petit peu égocentré. Et puis quand vous êtes entraîneur, au contraire, le travail, c'est de s'occuper, de penser qu'aux autres. Et justement, on parlait tout à l'heure de cette différence entre, j'entendais tout à l'heure dans la vidéo, entre l'intérêt commun et l'intérêt particulier. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Alors le judo, c'est un sport individuel. Donc chaque athlète est différent et chaque athlète a une façon de faire différente. Donc il faut aussi appréhender tout ça. Mais quand même, ça a besoin d'un entraînement collectif. Tout seul sur un tapis en kimono, vous n'allez pas faire grand-chose. Et quand vous préparez une équipe olympique ou une équipe pour des championnats du monde, cet athlète garçon ou cette fille, il faut plus d'une centaine de sparring partenaires en permanence sur le tapis. Et c'est là où ça devient compliqué. Il faut aussi garder cet équilibre. Donc effectivement, tenir compte des spécificités de chacun. On va dire que, de manière générale, j'ai une formule qui dit le champion est c'est toujours une personnalité à part, qui va avoir des besoins à part, qui va avoir des demandes à part, qui même parfois peuvent sembler être un petit peu
je dirais, relever un petit peu d'une diva, mais tant qu'il gagne, il n'y a pas de souci. C'est quand il ne gagne pas que ça devient compliqué. Et pour autant, que ça rentre dans le contexte de l'intérêt général. Je dirais vraiment que le rôle principal de l'entraîneur, en tout cas c'est ce qui a été ma difficulté, c'était tout en permanence ce va-et-vient entre l'intérêt particulier d'un champion, parce que c'est ce qu'il a besoin pour gagner, et puis l'autre va avoir besoin de complètement d'autres choses différentes. Et puis, je dirais, garder cette cohésion, je dirais, cette force collective, parce que c'est vraiment important dans le travail quotidien à l'entraînement. À l'entraînement, on est des partenaires. Le jour de la compétition, on est des adversaires. Donc, je dirais que 98% de l'activité de l'entraîneur, c'est de maintenir cet état de partenaire, d'échange. Et quelles sont les qualités qui vous ont le plus servi, vos qualités humaines, à vous, dans l'exercice d'entraîneur national? J'ai bien peur qu'on se répète, mais je pense qu'avant tout, c'est énormément de communication, parce qu'il faut apprendre à connaître son athlète. Alors, quand je suis passé entraîneur, les athlètes étaient mes anciens coéquipiers, pratiquement. Donc, pour certains, je les connaissais bien. Pour d'autres, beaucoup moins, parce que moins de relations pendant notre carrière. Donc il a fallu apprendre à les connaître. Et après, là, c'est pareil, où on met le curseur. Parce que quand un athlète arrive le matin à l'entraînement, il arrive aussi, et j'imagine que c'est pareil avec des professeurs, mais aussi avec des élèves, quand ils arrivent le matin donc à l'entraînement, ils arrivent aussi avec leurs problèmes personnels. Peut-être, j'en sais rien, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de famille, que leurs enfants sont malades, etc., etc. Et ils arrivent avec ça, chargés de ce bagage. Pour autant, on va leur demander des choses très très spécifiques, parfois difficiles, parfois dures, exigeantes. Donc voilà. Donc si on n'a pas appréhendé l'état psychologique, l'état émotionnel de la personne quand elle arrive le matin à l'entraînement, ou même après une journée d'entraînement et qu'il est fatigué, là on va directement à l'échec. Et c'est très difficile. Donc parce que chaque personne. C'est des compétences psychologiques, d'intuition. D'empathie. Oui, c'est de l'intuition, mais c'est aussi, donc, je vais me répéter, mais d'écoute, de communication, d'empathie, vraiment d'être à l'affût, je dirais même de choses qui, pas forcément de mots, mais de choses qui se passent parfois dans l'œil, dans le regard, dans les gestes, et capable de décrypter tout ça, parce que c'est ce qui va faire la différence. Le jour de la compétition, on peut se parler, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont du domaine du non-verbal. Le judo est un sport de contact, hein. On est obligé de se toucher. Et quand on se touche, vraiment, on ressent ce qui se passe. C'est ça qui fait qu'on peut avoir, je dirais, l'opportunité de saisir quelque chose d'important pendant un combat. Eh bien, entre l'athlète et l'entraîneur, cette fameuse relation entraîneur-entraîné, cette partie-là est vraiment très très importante en permanence pendant la compétition. Et l'entraîneur est là pour réguler tout ça. Une fois que le combat est engagé, ça devient difficile. Entre les combats, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place. Donc voilà un peu la complexité de cette relation spécifique à l'entraîneur de judo. Donc communication, écoute, empathie, on retrouve un fil rouge dans vos interventions, si différentes soient vos parcours. Je voulais interroger la coach qui est avec nous ce matin, Lamia Bounekla. Vous travaillez aux côtés de chefs d'établissement. Vous les coachez, vous les accompagnez dans cette prise de conscience de leur leadership. Quelles difficultés ils rencontrent et comment vous les amenez à surmonter ces difficultés autour de cette question de l'exercice de son leadership qu'on aborde ce matin? Merci. Alors la première difficulté qu'ils rencontrent, c'est de prendre conscience que la problématique existe et qu'elle existe de façon systémique. C'est-à-dire, elle n'est pas chez l'autre et elle n'est pas chez moi. Elle n'est pas que chez l'autre et elle n'est pas que chez moi. Elle est dans le système. Ce qui revient à une facilité, en fin de compte, qui fait que nous ne cherchons plus les boucs émissaires. Ce n'est pas à qui est la faute. On n'est pas orienté vers une vision problème, mais plutôt vers une vision solution. L'idée étant de dire aujourd'hui, dans la mission qui est la mienne, celle de chef d'établissement, comment je peux, dans le contexte qui est le mien, avec les équipes qui sont les miennes, que j'ai peut-être choisies ou pas, faire en sorte d'atteindre ensemble les objectifs, tout en travaillant sur une forme d'injonction, c'est-à-dire il faut être leader, il faut avoir du leadership,
il faut être manager, il faut être à l'écoute, il faut être empathique, il faut être engagé. Ça fait beaucoup tout ça quand même. Etc. Oui. Et j'accentue le trait exprès pour voir le poids qui portent ces chefs d'établissement en ayant choisi d'être chefs d'établissement, donc avec toute leur motivation et leur envie. Et nous, notre mission, à nous, en tant que coach, c'est de permettre un temps, puisque du temps, il leur en manque énormément, pour différencier qu'est-ce que management, qu'est-ce que leadership, pour valoriser déjà toutes les vertus qu'ils ont, toutes les qualités. Vous avez dit quelque chose d'important sur lequel on s'est un peu arrêté hier, mais différencier qu'est-ce que management, qu'est-ce que leadership, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous leur dites là sur ce sujet. Alors, ce que je leur dis, ou ce que je leur fais dire, ou ce que je les fais réfléchir puisque l'idée du coaching n'étant pas d'apporter, mais de faire réfléchir, ce qu'ils disent, c'est que le management, c'est une fonction, c'est un statut qui est donné. Je suis chef d'établissement, donc je suis le porteur du pouvoir, le porteur du sens. Être leader, c'est être choisi. Être leader, c'est être suivi dans une forme d'alliance qui est construite ensemble. Être leader, c'est de pouvoir exprimer toutes les dimensions du leadership. Est-ce que je connais toutes les dimensions du leadership? Est-ce que j'ai travaillé sur mes représentations du leadership? Est-ce que je sais quel est le leadership naturel que j'exprime? Est-ce que je sais quelles sont les dimensions du leadership que je ne sais pas exprimer, que je ne peux pas exprimer? Est-ce que je suis formée au management? Est-ce que je suis sensible au leadership? Est-ce que je pourrais exprimer toutes les qualités, toutes les caractéristiques du leadership? Eh bien, la réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas exprimer tout, vous ne pouvez pas être dans le tout. Vous devez valoriser vos points forts, vous devez travailler les points indispensables pour être en phase avec vos équipes. Vous avez le choix à faire de donner la main, donner du sens et construire du sens ensemble. Donner la main, c'est partager le leadership. Et c'est comme ça que le leadership devient bien commun. C'est que le leadership, dans sa dimension relation humaine, dans sa dimension structurelle, dans sa dimension politique, dans sa dimension symbolique, il y a des parties sur lesquelles ça ne me ressemble pas, puisque nous avons des profils de personnalité différents. Donc chacun doit connaître ses caractéristiques fortes et s'appuyer sur une équipe de façon réelle, en leur faisant confiance, mais pas que dans le mot, en leur faisant confiance dans l'acte, dans le geste. Parce que faire confiance, c'est un mot qu'on dit souvent, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout de la confiance? La confiance, ce n'est pas une autonomie totale. La confiance, ce n'est pas l'indépendance. La confiance, c'est d'apprendre à quelqu'un de travailler dans l'interdépendance. Et c'est ça le chemin. C'est le chemin que nous faisons en sorte d'accompagner, dans lequel nous accompagnons les personnes au sein de la communauté, au service du but, de la finalité commune, dans des projets. Il faut s'entraîner. Et ça, je vous rejoins, il faut s'entraîner pour pouvoir préparer des grands changements. Mais on s'entraîne sur des petits projets, sur des petits pas de réussite. Donc, voilà. Connaissance de soi, et puis mise au service de ses points forts dans le cadre de la construction de son leadership à soi. On a des leaderships et un mode d'exercice différent. Merci pour ces pistes de réflexion. Sarah Léabo, je me tourne vers vous. Et Brigitte Desassy, vous allez, avec votre expérience de chef d'établissement, réagir à ces interventions. Sarah Léabo, je l'ai dit, vous êtes enseignante, vous avez un parcours original puisque vous avez travaillé dans d'autres contextes, celui de l'enseignement catholique, notamment dans des entreprises où vous avez vu des leaders aussi. On l'a dit hier, mais la question de la relation entre l'enseignant et le chef d'établissement et du leadership qui s'exerce dans ce cadre-là qui est un peu particulier puisqu'il n'y a pas d'autorité hiérarchique officielle. Comment vous l'avez vécu quand vous êtes devenue enseignante au regard de ce que vous aviez pu constater dans votre carrière et dans les relations hiérarchiques que vous aviez eues jusque-là? Et quel est votre regard sur le leadership d'un chef d'établissement? Oui.
Alors, si je peux me permettre, juste avant, pour répondre précisément à votre question, une légère digression. En fait, ce qui semble ressortir des différents témoignages, c'est que le leadership doit être d'abord, et par essence, je crois, nécessairement collaboratif et nécessairement coopératif. Spécifiquement pour un chef d'établissement qui, lui, est pris à partie entre le rectorat, c'est une position très délicate, le GEC, les parents, les profs, toute l'équipe administrative, etc. On dit que le leadership, il repose sur 4 piliers. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait la fondation d'un leadership, ou en tout cas de ce qu'on retient d'un leader. On dit qu'il doit donner le cap, impulser une vision, on dit qu'il est un influenceur, on dit qu'il doit communiquer, et on dit qu'il doit fédérer. Alors, le leader, et donc c'est ce qu'on attend ce que je pense qu'on peut attendre d'un chef d'établissement, c'est qu'il soit porteur d'une vision et d'une émulation positive d'une vision et d'un élan, qu'il soit aussi porteur d'une impulsion dynamique, qu'il soit l'instigateur, ce qu'on attend d'un leader, qu'il soit l'instigateur d'un changement, qu'il soit l'instigateur de l'innovation, de la transformation. Comment elle peut se faire, cette transformation? Et c'est ça, toute la délicatesse et toute la difficulté, je crois, d'un leader, et je n'en suis pas, mais en tout cas de ce que j'ai pu appréhender dans mon approche, par l'approche des différents leaders que j'ai pu côtoyer, c'est instaurer cette dynamique et impulser cet élan et même impulser un challenge et un dépassement de soi dans un climat de confiance. Et je crois que là repose toute la difficulté d'un leader. Essayer d'écarter le climat de défiance et même les réticences que peuvent avoir vos collaborateurs. Parce que ça, c'est important. Et je crois que tout un chacun, vous l'avez dit aussi, c'est pouvoir du coup attendre le dépassement des autres parce qu'on est porteur de sens et parce qu'on veut que chacun de nos collaborateurs s'approprie le sens de ce qu'on est en train de faire. Et la difficulté d'un chef d'établissement, pour moi, à distance, c'est d'être responsable de la synergie d'une équipe pédagogique pour la pousser de l'avant et pour aller chercher, et je crois qu'on ne le dit pas assez, pour aller chercher l'excellence et la performance. Alors il y a beaucoup de professeurs qui peut-être vont me tomber dessus, mais d'aller chercher la performance, mais non pas la performance d'un professeur, non pas la performance d'un chef d'établissement, la performance au service de l'excellence des élèves. Et l'excellence des élèves, c'est quoi? C'est pas juste l'excellence scolaire, c'est aussi l'excellence de vie que nous, humains, pouvons instiller et donner. Et ça, c'est important. La performance, elle ne doit pas être juste dans l'entreprise privée, elle peut être dans des établissements publics. Et je crois qu'il faut ne pas avoir peur de parler de challenge, de performance, de remettre des indices de performance dans un milieu qui est, voilà, qu'il va falloir un peu bousculer. Mais c'est ça le rôle d'un leader. C'est aller bousculer, aller porter un sens que chacun va s'approprier. Vous pensez que c'est parce que vous avez un parcours précédent, votre expérience d'enseignement, que vous avez à cœur de porter cette notion de performance individuelle et collective, ou c'est quelque chose que vous pouvez partager facilement avec vos collègues? Très honnêtement, je ne pense pas avoir, pour l'instant, je me le suis jamais dit avec ces mots-là, je ne pense pas avoir à cœur. Je ne suis pas rentrée dans l'enseignement pour rien, me semble-t-il, tout a une raison d'être, y compris dans sa propre vie, mais je ne me suis pas dit que j'avais pour mission de redonner ce sens-là, ou même de faire en sorte que les chefs d'établissement pour lesquels je travaille leur redonnent ce sens. J'ai envie que les chefs d'établissement pour lesquels je travaille me donnent ce sens, me permettent d'avoir ce sens et redonnent aux équipes pédagogiques ce sens-là de l'excellence, et pas juste que les élèves obtiennent leur bac ou leurs échéances et rester dans la moyenne. En tout cas, moi, j'ai besoin qu'on me parle de performance et de challenge. Après, il faut savoir où on place la performance et le challenge, et il faut savoir où est le sens de ce challenge. Et la posture du chef d'établissement, juste pour terminer rapidement, pour vous, c'est votre responsable pédagogique, c'est comme ça que vous le vivez? La posture du chef d'établissement, elle est délicate parce que c'est une autorité qui n'a pas toujours les moyens de l'être. Donc, la posture du chef d'établissement, selon moi, il est moteur du projet d'établissement, il est moteur des équipes pédagogiques, il est moteur, il est garant aussi des moyens des équipes pédagogiques, et il est, encore une fois, il doit être porteur de ce sens, et c'est pour moi en ce sens qu'il faut que les chefs d'établissement doivent pouvoir concerter leurs équipes pour améliorer justement ces conditions, pas juste de travail, ces conditions de vie pour des élèves, ces conditions de vie pour les professeurs, pour les équipes, etc. etc. Voilà. Brigitte Desassis,
Je vois que vous avez envie de réagir depuis le début. Simplement, moi j'entends. Alors, le chef d'établissement ou l'adjoint doit communiquer, porter le sens, entraîner, fédérer, être à l'écoute. Enfin, c'est épuisant. Et quand on a soi-même des émotions à gérer, une vie familiale, des soucis, comment on gère ces injonctions qui pèsent sur la fonction et cette capacité à être leader? Est-ce qu'on a... Enfin, ça paraît énorme comme tâche quand on entend tous ces témoignages. Moi, j'ai une très grande chance. Je suis adjointe chef d'établissement. Hein. J'ai eu une grande chance de travailler avec un grand nombre de chefs d'établissement. Je reconnais dans toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ce qui vient d'être dit. Ce que je pourrais modestement ajouter, c'est qu'il faut faire le choix d'être le leader et pas seulement le manager, le choix de regarder l'autre comme étant source d'innovation, source de projet, source de progrès, co-accompagnateur de la mission. Il faut faire le choix de reconnaître qu'il faut continuellement construire de la compétence, construire de l'exigence, rendre le métier dans sa complexité et le partager tout en assumant l'unique responsabilité. Alors, c'est une chance de vouloir être leader, me semble-t-il, parce que justement, on choisit de regarder l'autre et d'aller chercher chez l'autre, quel qu'il soit, le jeune, l'enseignant. Et ce que dit Madame sur la posture de l'enseignant est extrêmement important. Une population fragile, il faut être rassuré, les choses changent souvent. On ne mesure pas les résultats de l'engagement de l'enseignant. On donne et on ne sait pas, en tout cas rarement à court terme, que le travail a été abouti au sens attendu. C'est peut-être moins vrai pour l'armée, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Et c'est ça toute la difficulté. Et pour le chef d'établissement, le choix d'être un leader, il interroge tout cela. Il y a une part d'inné et d'acquis. Est-ce qu'il y a des personnalités qui, pour vous, seront des bons managers, mais ne pourront jamais être des leaders? Enfin, il y a quelque chose qu'on ne peut pas surmonter qui s'appelle la personnalité, dans certains cas. J'ai une expérience, malgré tout, même si elle a été longue, elle reste modeste. Hein. Si on considère que le leadership est inné, c'est un charisme, et alors là, il est distribué au hasard. Bon. Si l'on considère ce que disait Madame le coach, que l'on peut le travailler, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une formation, des compétences, soi-même, trier ce que l'on sait faire et ce que l'on sait moins bien faire, partager, alors oui, l'organisation peut devenir elle-même un leader pour le système. Et moi, je crois qu'on peut avoir des structures d'organisation qui deviennent elles-mêmes des forces de leadership à partager. C'est-à-dire, vous avez un exemple en tête? Oui, bien sûr. Je pense souvent que la richesse de nos établissements, c'est la capacité de certains chefs d'établissement, certaines équipes, de se mettre véritablement en réseau. Et donc, le leadership des uns aura une incidence extrêmement positive sur les réussites, sur cette confiance, sur ce partenariat. Le terme a été utilisé des autres. Voilà. Mais c'est peut-être encore de l'utopie. C'est adapter l'organisation au type de leadership que l'on souhaite. Oui. Et on a les capacités de le faire. C'est pas... Les capacités de le faire. Vous avez entendu, le leadership, ça peut être quelque chose de construit. Puis on a entendu hier qu'il fallait être fou de temps en temps pour faire bouger certaines lignes. On a le droit d'être utopique. Peut-être le devoir. Surtout dans ce domaine-là. Parce que nous n'avons pas des missions d'État au sens où vous en avez des missions d'État. Nous avons une mission d'État qui est de construire des jeunes individus, de former la société de demain. C'est une sacrée mission d'État quand même. Hein? Voilà. Donc, et nous ne mesurerons pas, en tout cas pour certains d'entre nous, ce co-travail de construction. Une réaction dans... Stéphane Traîneau, vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Je voulais rajouter aussi cette capacité à s'adapter aussi au public. En l'occurrence, ça peut être des élèves, mais pour ce qui était de ma part, c'était des athlètes. Effectivement, une fois qu'on a bien analysé son groupe, on va pas, on va dire, créer une relation de travail avec eux qui sera identique.
Je crois que d'ailleurs, pour être dans l'actualité, pour en avoir souvent parlé avec Claude Onesta, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, qui est en train de disputer le championnat du monde en France, il me disait souvent, mais lui, il a organisé son leadership autour de vraiment je dirais, d'un échange très participatif, parce qu'il avait une équipe extrêmement compétente avec de grands champions. Mais il le dit lui-même, aujourd'hui, si je devais à nouveau entraîner une équipe de jeunes de 17 ans, effectivement, je serais beaucoup plus là dans un fonctionnement très directif, en imposant les choses, en étant moins dans le participatif, bien sûr, et puis pour leur permettre d'évoluer, et puis peut-être un jour, à ce moment-là, quand ces jeunes-là seront à nouveau compétents et performants, passer sur un autre mode. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, et cette capacité à s'adapter. Je crois que le mot adapté a été annoncé. Et puis la deuxième chose, on parle beaucoup de chef d'établissement, donc chef d'établissement, il y a quand même le mot chef, quoi. Il faut quand même être le patron. Alors pour moi, le leader aussi, c'est celui-là. C'est celui aussi qui va quand même... C'est celui qui décide, celui qui tranche, on l'a vu hier. C'est quand même celui-là. Alors moi, je pense particulièrement qu'il y a quand même une grande part d'inné. On a parlé de charisme tout à l'heure, quelque chose qui se dégage. Et puis après, bien sûr, ça se travaille. Et la comparaison que je ferai, c'est qu'on parle souvent de champions il avait un don. Je peux vous dire que le don, dans sa réussite, quand il réussit, pour le champion, elle n'est que de 5 à 10%. Tout le reste n'est que travail. Bien sûr, le produit final, quand on le voit à la fin, quand on voit un magnifique retourné à 20 mètres des cages du gardien et que ça rentre, on dit c'est facile. Mais c'est parce que ça a été énormément travaillé, énormément bossé que ça paraît facile. C'est exactement comme ça. Donc de l'entraînement. Oui, de l'entraînement. Et puis après, de la mise en pratique. Il faut aussi de la compétition. Et la compétition, effectivement, quand on veut faire de la compétition, il faut viser la performance. Et là, je rejoins ma voisine. Bah oui, la performance, parce qu'effectivement, si je ne parle pas de performance en étant sportif de haut niveau, là, je pense qu'il y a un petit souci. Alors, effectivement, il faut définir quels sont les critères de performance qu'on veut avoir dans une école. Voilà. Eh bien, puisque je vois qu'on a un dialogue secret avec la lumière. Quand la lumière s'éteint, c'est un signe que nous devons interrompre cette très intéressante conversation avec vos points de vue qui se sont assez bien complétés, je dois dire, ce qui montre effectivement qu'on a une problématique très forte. Je vous remercie d'avoir témoigné lors de cette table ronde et je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.